Bonjour, bienvenue. Je suis Clotilde. On va commencer, je pense, si ça vous va, à l'équipe de Refashion. Ah. Bienvenue. Je suis Clotilde Champetier. Je travaille à l'association Auré et on co-organise ce webinaire avec l'équipe de Refashion qui est aujourd'hui représentée par Elena euh, Boulevard et Clotilde Monzo. Et on est accompagné donc de Claire qui nous a aidé à préparer le webinaire, Bénédicte Desreux et Erwan Autré de l'ADEME. On va vous parler aujourd'hui, donc c'est un webinaire qui est organisé dans le cadre des rendez-vous de l'éco-conception organisés par Refashion, qui sont des rendez-vous réguliers qui visent à outiller les marques à aller vers de l'éco-conception, les marques de la filière, enfin les metteurs en marché de la filière textile, linge de maison, chaussures. On va vous faire une petite présentation. Donc, Clotilde Monzo va vous faire une présentation de Refashion. Erwan va vous parler de dans l'appel à projet de l'ADEME, qui est porté actuellement par l'ADEME, et Bénédicte va nous parler d'Outwear. Clotilde, je te propose de commencer. Ça marche, merci Clotilde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, petite présentation rapide pour vous rappeler qui est Refashion. Les écouteurs, donc Refashion, qui sommes-nous? Nous sommes l'éco-organisme de la filière textile d'habillement, linge de maison et chaussures. On a été créé en 2008 en réponse à la loi REP, donc la responsabilité élargie du producteur, et on est une entreprise à but non lucratif qui est agréée par les pouvoirs publics, donc, en l'occurrence le ministère de l'écologie et le ministère de l'économie. On est, dernière info importante sur cette slide, complètement financé par ce qu'on appelle les metteurs en marché, c'est-à-dire les marques, les distributeurs et les fabricants de textiles d'habillement, linge de maison et chaussures. Et ces financements, on appelle ça des éco-contributions. La mission principale de l'éco-organisme Refashion, c'est du coup d'être en charge de la prévention et de la gestion de la fin de vie des produits qui sont mis sur le marché à destination des particuliers sur le territoire français. Et pour ça, Refashion s'investit via des opérations de prévention, de réparation, de réemploi, de collecte, de tri, de réutilisation et de recyclage. Dernière slide pour ma part, juste pour vous montrer rapidement l'écosystème de Refashion qui est assez grand et assez complexe. Donc on retrouve les metteurs en marché qui nous versent les éco-contributions et en retour, nous encourageons l'éco-conception des produits, donc Refashion, vers les metteurs en marché. Donc, je l'ai dit juste avant, nous sommes agréés par les pouvoirs publics. Et également, nous facilitons la co-construction de solutions pour les acteurs de notre écosystème. Par exemple, ici, on voit les réparateurs et, un autre exemple, les acteurs du réemploi. Refashion soutient les opérateurs de tri. Nous sensibilisons les citoyens, mais aussi nous soutenons les collectivités dans leurs opérations de communication vers les citoyens. Et dernier élément, nous soutenons l'innovation projet. Je vais te laisser reprendre la main, Clotilde. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vais en fait tout de suite redonner la parole à Erwan. Erwan, l'ADEME lance un nouvel appel à projet qui s'appelle donc Texabi, qui vise à soutenir l'éco-conception des textiles d'habillement. Ça nous semblait évidemment pertinent que tu le présentes dans ce contexte. Je te laisse le faire. Très bien, merci beaucoup Clotilde et aussi merci pour cette invitation à présenter l'appel à projet de l'ADEME. Donc, je suis Erwan Autray, j'ai en charge la coordination des sujets éco-conception au sein de l'agence. Donc, je ne suis pas Aude Bouguin. Aude Bouguin est la chef de projet de cet appel à projet et donc c'est elle que vous pouvez contacter par mail, téléphone pour en savoir plus sur cet appel à projet. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai 3 slides à vous présenter. Pourquoi un appel à projet Texabi? À l'ADEME, on fait un pari ou un double pari. On fait le pari que demain, tous les produits textiles sont éco-conçus. Et puis aussi le pari que demain, l'affichage environnemental est généralisé. Et donc cet appel à projet Texabi, il est là pour vous aider
à progresser en éco-conception, mais pas que. Il est là aussi pour vous aider à préparer l'affichage environnemental de vos produits éco-conçus, hein. Pas l'affichage environnemental de vos anciens produits ou des produits d'aujourd'hui, mais vraiment, on met une pièce de la machine pour que tout passe en éco-conception et, et l'affichage environnemental puisse contribuer à présenter ces produits éco-conçus aux consommateurs. Donc, Texabi s'adresse à tous les acteurs de la filière textile d'habillement, les marques, mais aussi les fournisseurs. Sur la chaîne filature, tissage, tricotage, ennoblissement, confection. On peut faire beaucoup de choses en éco-conception de matières et de procédés. Texabi s'adresse aussi à toute taille d'entreprise avec des financements qui vont être adaptés aux TPE, PME, ETI ou grandes entreprises. Et aussi, c'est important, à toute maturité en éco-conception, que vous soyez débutant, on vous fournit des informations débutants, que vous soyez expert, on vous demande de suivre un cadre méthodologique plus expert. Donc, si j'arrive maintenant à quels sont les projets attendus, quels sont les projets éligibles au sens de l'appel à projet, on a trois types de projets euh, qu'on peut soutenir. Le premier, c'est premier pas en éco-conception. Donc, l'axe 1, tout à gauche. Dans ce cas, l'entreprise va pouvoir éco-concevoir en autonomie et sur la base d'un guide ADEME premier pas. Ce guide ADEME premier pas, il fournit une liste de leviers d'éco-conception. Il y en a 8. Et donc, en suivant en autonomie ces leviers, on peut faire un chiffrage, un plan d'action et calculer le bénéfice environnemental et faire aussi en autonomie le calcul de l'affichage environnemental avec l'outil EcoBalise. Le deuxième type de projet, ça va plus loin, c'est un diagnostic éco-conception. Et là, l'entreprise peut mettre en œuvre des leviers personnalisés. Elle va pouvoir utiliser des calculs spécifiques avec ses données et les données de ses fournisseurs pour réaliser un calcul d'empreinte environnementale. Donc, si on donne des exemples, pour le premier pas en éco-conception, l'axe 1, ça peut être je change la matière de mes t-shirts pour passer du coton à du coton recyclé, ou bien je modifie aussi l'étape de teinture pour la localiser dans un pays qui a un mix énergétique à faible empreinte carbone. Et là, on réduit fortement l'empreinte environnementale du produit. Pour l'axe 2, eh ben, on va aller plus loin. Ça va être, par exemple, une analyse de cycle de vie selon le référentiel du PEF, en utilisant les données spécifiques à la chaîne de valeur et tester différentes solutions d'éco-conception. Alors tout ça, vous voyez, on est encore dans une phase de diagnostic et nous, ce qu'on souhaite, c'est le passage à l'action. Et donc avec cette barre orange verticale là, qui symbolise la décision de mise en œuvre, euh, tout à gauche, on a les calculs et tous les éléments qui permettent de passer à l'action. Et donc, on accompagne aussi la mise en action, l'axe 3 à droite, pour faire pour appliquer le plan d'action, pour par exemple changer de matière, changer de fournisseur, réaliser des prototypes ou faire des pré-séries industrielles et réaliser les calculs détaillés d'empreinte environnementale des produits éco-conçus qui seront mis sur le marché. Donc, l'ADEME aide les étapes d'études de mise en œuvre. Et je ne parle pas des investissements, parce que là, il y a une autre catégorie, mais qui n'est pas liée du tout à l'appel à projet. C'est des aides à l'investissement génériques qui sont disponibles sur le site de l'ADEME. Donc, je vais terminer avec le calendrier. Et pour en savoir plus, on organise un webinaire de lancement jeudi prochain, le 20 juin à 11h30. Et vous avez le flash code là pour vous inscrire et aussi dans le chat. Merci. L'appel à projet n'est pas encore ouvert et donc vous ne le trouverez pas aujourd'hui sur le site Agir pour la transition, là où il y a tous les appels à projets de l'ADEME, mais ça ne saurait tarder. Donc tout vous sera expliqué au webinaire de lancement et dans les prochains jours, surveillez cette page Agir pour la transition. C'est là que sera communiqué l'appel à projet. Et juste pour vous dire que il va être ouvert pendant une durée d'un an. Si vous avez déjà des projets premiers pas en éco-conception, eh ben, vous pouvez les déposer, ils seront instruits au fil de l'eau et l'aide vous sera versée rapidement. Et donc, si vous avez des projets plus conséquents avec des collectes de données, des études spécifiques, vous voyez les montants d'aide, hein, j'en ai pas parlé, mais ils sont beaucoup plus importants. Donc, diagnostic et études de mise en œuvre. Préparez vos projets. On fait une relève le 30 septembre et on démarre l'instruction. Donc, du coup, dès le 30 septembre. Et ensuite, tous les 2 mois, vous pourrez déposer vos projets jusqu'à fin juin 2025. Je termine en vous disant que si vous avez des questions, Aude Bouguin, bien sûr, mais il y a aussi l'adresse mail de l'appel à projet, donc aap.texabi@adem.fr.
Alors, je suis disponible pour les questions dans le chat. J'ai une demi-heure là. Peut-être Clotilde, on pourra faire un webinaire plus complet l'appel à projet sera ouvert. Mais rendez-vous sinon dès le 20 juin, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Erwan. Alors, effectivement, ce que je vais vous inviter à faire, on va pas prendre les questions et réponses à l'oral, mais en revanche, voilà, poser vos questions pendant encore 20 minutes à Erwan dans bien l'onglet questions-réponses pour qu'il puisse y répondre. La présentation pourra vous être envoyée. Le webinaire est enregistré. Il sera accessible sur YouTube. Là, je vois qu'il y a une question. Et maintenant, je vous propose de passer à la suite. Euh, Bénédicte, tu es CSA Manager chez Millet Mountain Group. Alors, pour commencer, merci déjà d'avoir accepté cette invitation. C'était vraiment un plaisir d'organiser cette rencontre avec toi. Merci Euh, de m'avoir invité surtout. donc déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la structure à laquelle tu appartiens? Donc, quelle typologie de produits vous vendez? À qui? Où est-ce que vous vous situez dans la chaîne de valeur des produits que vous mettez sur le marché et où sont situés vos principaux fournisseurs pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux et voilà, qu'on évacue les questions. Donc, on voit que ouais, c'est bon, on voit tes slides, Mais bon, Bénédicte. juste un petit support pour appuyer un petit peu ce que je dis. Donc, nous, on est un groupe composé de deux marques, Millet et La Fuma. On développe et on vend des produits textiles, mais pas que. On fait aussi de l'équipement du type sac à dos, sac de couchage. On fait de la chaussure et on a un petit peu d'accessoires du type corde, bâton, gourde, tasse, mais ça reste vraiment une toute petite partie de notre marché. Millet, c'est une marque qui s'adresse plutôt à la pratique des sports verticaux, donc tout ce qui se passe en altitude. Donc vous allez retrouver plutôt de l'alpinisme, de l'escalade, du skyrunning. Alors que la Fuma, c'est une marque qui s'adresse vraiment à tous ceux qui veulent profiter du grand air sans aucune notion de performance, sans aucune notion de dénivelé. Voilà, c'est pas forcément la performance sportive, c'est plus profiter des grands espaces. Et on a dans notre écosystème nos propres usines de confection qui produisent à peu près 50% du textile qu'on met sur le marché. Donc, nos usines, elles sont en Tunisie et en Hongrie. On a des parts dans une usine de chaussures qui est basée dans la Drôme, qui s'appelle ASF 4.0, qu'on a montée en partenariat, en collaboration avec notamment Salomon et Babola et Chamatex, pour ceux qui connaissent. Et pour le reste, eh ben, on produit principalement en Asie, et notamment au Vietnam et en Chine. Ok, merci pour cette présentation. Donc, vous êtes vraiment spécialiste de la hauteware. C'est un secteur qui a des enjeux d'éco-conception qui sont assez spécifiques. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire. Est-ce que tu peux nous dresser pareil, un petit panorama de c'est quoi les enjeux en matière d'éco-conception? Alors, je vais essayer de pas faire trop de généralité parce que ça pourrait être vite faux. L'industrie outwear, elle répond principalement à un besoin de protection contre les éléments extérieurs, mais dans une pratique donnée, dans une activité donnée. Et les pratiques outdoor sont assez larges en fonction de ce dont on parle. Donc, je vais essayer de rester sur les pratiques qu'on adresse dans notre boîte, donc plutôt les pratiques alpines. Et je vais rester sur le textile puisque c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc nous, on va aller chercher de la performance avec des matières qui sont plutôt légères, qui sont plutôt résistantes, qui sont respirantes, isolantes. Donc pour tout ça, on a tendance, à utiliser des membranes. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une membrane. Je vous ai mis une petite photo de la membrane Gore-Tex. Très basiquement, c'est une très fine couche de plastique qu'on vient coller sur un support textile et qui confère une imperméabilité aux vêtements et qui est beaucoup moins lourde et beaucoup plus respirante qu'une induction. Donc ça, c'est des choses qu'on utilise dans l'outdoor. On utilise aussi beaucoup de mix matière, de collage, de traitement qui facilitent pas forcément le démantèlement et le traitement en fin de vie. Donc ça, c'est vraiment des enjeux
des enjeux spécifiques. Et on utilise aussi encore beaucoup de matières dérivées du pétrole, ce qui, on le sait, n'est pas forcément très bon pour l'environnement. Ça, c'est un peu les enjeux enfin, qui nous posent problème, mais on a aussi des avantages dans l'outdoor. Et donc, je pense qu'il faut aussi en parler parce qu'il n'y a pas que des choses Tout à fait. négatives. Dans la notion de performance qu'on vient adresser, notre consommateur, il a une attente de durabilité qui est hyper importante. Et je vous donne juste un chiffre que j'ai récupéré dans l'étude Outdoor by ISPO qui a été menée par Deloitte en 2021 et qui nous dit que 87% des consommateurs de produits outdoor considèrent que la durabilité fait partie de leurs critères d'achat. 87%, c'est énorme. Donc, on a vraiment un besoin de durabilité dans les produits outdoor. Et deuxième chose qui est assez importante, c'est qu'on met sur le marché des produits qui sont relativement chers et qui sont les témoins des aventures que vont vivre nos consos dans la nature. Et généralement, c'est des aventures qui leur sont chères émotionnellement. Donc, nos clients, nos consommateurs veulent garder leurs produits le plus longtemps possible et sont donc plus enclins à faire réparer. Et donc, nous, on a plus de facilité aussi à pousser la réparation de notre domaine. Ok, super, c'est très clair. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'effectivement, la durabilité, ça fait évidemment partie des leviers, enfin, des stratégies d'éco-conception qu'on a tendance à pousser dans le cadre de ces rendez-vous d'éco-conception. Et c'est pas donné, enfin, voilà, ça fait partie des leviers qui sont structurants pour transformer la filière et pour lutter contre l'ultra fast fashion. Donc, vous partez effectivement avec un sacré avantage. Euh, il y a 2 ans, vous avez eu, voilà, dans votre démarche, vous, d'éco-conception, donc là, on va rentrer, enfin, juste pour qu'on nous suive, on était sur, effectivement, comme je disais, un peu des généralités, essayer de comprendre votre contexte. On va essayer de rentrer un peu plus dans ce que vous avez fait, vous, concrètement. Et donc, il y a 2 ans, vous avez voulu lancer des ACV sur certains produits. Pour ça, vous avez choisi 2 produits qui sont vraiment iconiques de votre marque, ce qui est plutôt une bonne idée en matière d'éco-conception, de lancer d'abord des ACV sur des produits que vous allez vendre en grande quantité, ou en tout cas se concentrer, je veux dire, en matière de stratégie d'éco-conception, se concentrer sur ces produits-là, c'est une bonne idée. Donc là, en l'occurrence, vous avez choisi une veste et un sac à dos. Et pour faire ça, vous êtes passé par un prestataire externe. Et en fait, ça vous a pas plu tant que ça. Enfin, ça vous a pas convenu. Ça vous a probablement aidé à cheminer, mais ça vous a pas complètement convenu. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi et finalement comment est-ce que vous avez décidé d'ajuster votre collecte de données sur ces produits? Ouais, carrément. En fait, on a choisi 2 produits qui sont des produits iconiques, mais en fait, on ne les a pas que choisis pour ça. Je vous redonne un tout petit peu de contexte sur l'histoire. En 2021, on a fait notre premier vrai, je dis vrai parce qu'on en a fait avant, mais c'était pas très bien fait. Donc, on a fait notre premier vrai bilan carbone du Millet Mountain Group, donc sur l'année 2020. Et à ce moment-là, on a réalisé plein d'ACV extrêmement simplifiés pour alimenter le bilan carbone. C'était vraiment l'objectif, c'était alimenter le bilan carbone. Et là, il s'est passé 2 choses extrêmement intéressantes. C'est que quand on a associé nos volumes de production aux impacts produits, on a 2 familles qui se sont super détachées comme étant les plus impactantes de notre collection. La protection, la veste de protection, donc là, vous l'avez à l'écran au milieu, et le sac à dos. C'était pas les produits qui avaient le plus fort impact en soi, mais quand on a associé les volumes, ils ont vraiment explosé puisque c'est les produits qu'on vend le plus. Et une fois qu'on a eu finalisé notre bilan carbone, donc vous avez le bilan carbone de 2020 qui est à l'écran, bah, c'est assez évident que le produit fini est la partie finalement qui a le plus d'impact sur tout le carbone qu'on met dans l'atmosphère. Donc, de facto, on s'est dit, si on veut faire baisser nos impacts carbone, il faut faire baisser l'impact de nos produits. On le savait déjà avant, mais c'est pas pareil de le savoir et d'avoir les chiffres vraiment dans les mains. Donc là, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça veut dire de faire réellement baisser l'impact de nos produits? Est-ce que si on passe 100% de nos composants à recycler, ça suffit ou pas? Et si ça suffit pas, sur quoi il faut agir?
Et donc, forcément, on a pris les deux familles qui avaient le plus fort impact dans nos collections et on a pris dans ces catégories-là les best-sellers qui sont représentatifs de leur catégorie, puisque c'est ceux qu'on vend le plus. Et donc, on s'est retrouvés en 2022 à faire nos premières ACV sur la protection et le sac à dos qui sont à l'écran. À ce moment-là, on avait absolument zéro expérience en ACV. On n'avait pas de méthodologie, on n'avait pas de logiciel et surtout, on n'avait pas de visibilité sur l'entièreté des données qu'il fallait aller chercher pour faire ces ACV. Donc, on est passé en externe avec juste la volonté d'apprendre. C'était vraiment ça à la base. Euh, et en fait, on s'est vite rendu compte de la difficulté qu'on a eu à concilier la théorie et la pratique. En théorie, si on voulait vraiment faire la CV correctement et parfaitement, il faudrait aller chercher jusqu'à la donnée d'extraction de la matière première euh, pour, euh, pour avoir une ACV qui soit complètement juste. En pratique, on sait, je pense que toutes les marques qui sont là pourront le dire, c'est assez difficile d'aller chercher cette donnée, voire impossible. On est très peu à avoir la visibilité sur notre supply chain jusqu'à l'extraction de la matière première. Je ne sais même pas s'il y en a s'il y en a qui le sont, qui m'appellent parce que vraiment ça m'intéresse de savoir comment ils ont fait. Et donc sur cette expérimentation, donc on a vu que la théorie était difficile à appliquer. On a fait énormément d'allers-retours avec nos fournisseurs parce qu'on apprenait et que il fallait, voilà, il y a eu un espèce de ping-pong qui s'est mis en place. Et puis, en fait, on a fonctionné aussi par étapes. Donc, comme on a fonctionné par étapes, on est revenu à la charge plusieurs fois auprès de notre fournisseur pour demander de nouvelles données à aller chercher. Et ça a pris un temps monstrueux. Donc, clairement, la méthode qu'on a eue avec nos fournisseurs, elle n'était pas bonne, mais on apprenait en même temps qu'eux, on ne savait pas répondre à leurs questions. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Au final, c'est pas une solution qui nous a convenu. Par contre, quelque chose qui était assez cool, c'est qu'on a choisi des bons fournisseurs, puisqu'on a choisi des fournisseurs qui étaient des partenaires de longue date. Et donc, ils sont allés au bout, alors que des fournisseurs qui étaient peut-être un peu moins engagés auprès de nous nous auraient peut-être laissé tomber en route. Et on s'est rendu compte de plusieurs choses. Bon, déjà, on a épuisé nos fournisseurs sur le sujet. À la fin du projet, ils n'avaient pas trop envie de repartir sur une autre ACV. Donc ça, c'est un peu contre-productif quand on a envie de faire de l'éco-conception en masse. On n'a pas eu toutes les réponses théoriques qui étaient attendues par le cabinet qui nous accompagnait. Il a fallu accepter de prendre des hypothèses. Et c'est OK, en fait, de prendre des hypothèses. Surtout que quand on en fait ensuite de plus en plus, on les affine, on les spécifie, ces hypothèses. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça au départ. C'est pas grave. Euh, et enfin, la méthode qu'on avait eue, elle n'était pas reproductible sur l'ensemble de la collection. On a mis 6 mois à faire nos ACV. On a 600 références à l'année. Donc, c'est impossible d'industrialiser cette méthode-là. Donc voilà, je tire un trait un petit peu négatif. En vrai, il n'y a pas que du négatif, hein, bien évidemment. On en a tiré beaucoup de positifs de cette expérience. On a beaucoup appris. Ça a été 6 mois d'échanges intensifs avec des spécialistes du sujet, donc rien de mieux pour apprendre. On n'aurait de toute façon jamais pu le faire tout seul, donc il fallait se faire accompagner. On a beaucoup compris ce qui était attendu en termes de données, comment il fallait aller les chercher, le niveau de détail qu'on pouvait avoir à l'instant T, comment on pouvait travailler avec nos fournisseurs pour aller un petit peu plus loin sur la recherche de données. Et aussi, ça nous a aidé à modéliser en interne toute la méthodologie de collecte qu'on voulait mettre en place et qui nous correspondait le mieux pour être efficient. On n'a pas tous la même façon de fonctionner, toutes les marques n'ont pas la même façon de fonctionner, mais nous, on s'est servi de cette expérience pour savoir quelle était la meilleure façon de fonctionner pour nous. On a été accompagné sur l'analyse des résultats et en fait, on a besoin de le faire au moins une fois pour être pertinent sur l'analyse parce que quand on a les résultats bruts comme ça, analyser tout seul, c'est pas facile. Voilà pour cette première expérience. Ouais, mais c'est important ce que tu dis parce que, enfin, alors d'abord, c'est important de dire qu'il n'y a pas que des belles histoires. Enfin, ça fait aussi partie des messages qu'on essaie de faire passer. L'éco-conception, c'est pas un long fleuve tranquille où tout se passe bien. Et donc, c'est un cheminement avec des difficultés, des échecs, des apprentissages, des réajustements. Donc, tout comme tout projet de transformation, hein. Donc, c'est un premier commentaire de ma part. Le deuxième, c'est que
ce que tu pointes et qui est effectivement remonté par l'ensemble des acteurs avec qui on échange, c'est pour pouvoir se transformer efficacement, il y a cette notion euh, de prendre soin de sa chaîne de valeur. Et en fait, c'est ce qui a été difficile pour vous quand on a préparé la discussion, enfin le webinaire d'aujourd'hui, c'est ce qui a été difficile pour vous, c'est que finalement, vous avez tellement usé, c'est ce que tu racontes là, vous avez tellement usé vos fournisseurs qu'ils n'avaient pas envie de continuer, enfin, ou que vous avez dû rattraper autrement et que ce prendre soin n'avait pas été suffisamment fait. Et ça, je pense que c'est indispensable en fait. De pousser enfin, l'enjeu de connaître les fournisseurs, de les pousser enfin, de les challenger, oui. Et en même temps, c'est de la collaboration. Et voilà, comme dans toute négo, il y a un moment où il faut arrêter de pousser et accepter d'entendre ce que l'autre interlocuteur vous dit. Et je trouve que c'était super intéressant que tu nous fasses ce retour, voilà, pour ça. Donc, vous avez fait un certain nombre de choses. Finalement, quels apprentissages vous avez tirés en matière d'éco-conception de ces ACV? Alors déjà, on s'est rendu compte que toutes les ACV simplifiées qu'on avait fait pour le bilan carbone, elles étaient archi fausses. On est assez loin de la réalité. Et en fait, on a divisé quasiment par 3 la valeur d'impact sur le changement climatique en faisant des ACV plus poussés. Donc, on était vraiment loin de la réalité. Mais le point positif, c'est qu'on avait surestimé l'impact de nos produits en ACV simplifiés. Donc, la conversion dans ce sens-là, elle fait beaucoup moins mal que dans l'autre sens. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on voit assez nettement ce qui a le plus fort impact dans les produits qu'on a étudiés, ce sont les matières premières, bien entendu, et les procédés de transformation pour en faire des composants. Tout le reste, c'est minoritaire. Et attention, je vous dis ça parce qu'on parle d'une protection et d'un sac à dos, donc c'est des produits qu'on lave très peu. Pour d'autres produits, potentiellement la phase d'usage dans lequel on met le lavage, eh ben, elle pourrait être beaucoup plus importante et donc elle pourrait être aussi euh, sur un impact majoritaire. Nous, c'était pas le cas puisqu'une protection, un sac à dos, ça se lave pas beaucoup. Et il y a une donnée qui nous a un peu surpris, on s'y attendait pas, sur le sac. On voit que les procédés de transformation ont même un impact supérieur aux matières premières sur le facteur changement climatique. Et ça, on s'y attendait pas parce qu'on pensait, peut-être bêtement, peut-être naïvement, que c'était les matières premières qui avaient toujours l'impact majoritaire. Et d'ailleurs, comme on venait de faire évoluer notre sac à dos, on avait passé toutes les matières textiles en recyclé, et ben on en a profité pour faire une petite analyse de qu'est-ce que ça change de passer en recyclé. Et donc, on a piloté ça et on a une réduction. C'est assez sympa. On a une réduction de l'impact environnemental sur la plupart des indicateurs. Je crois qu'il y en a qu'un qui est pas réduit et ça, enfin, il n'est pas réduit de quasiment rien. Sur l'impact réchauffement climatique, on gagne presque 20% sur l'ensemble des matières. Attention, sur l'ensemble des matières. Si on passe maintenant sur le sac, on atteint un petit 10%. 10%, c'est hyper décevant. Je ne sais pas comment vous le percevez, mais en tout cas, nous, on était hyper déçus. Si on veut faire notre part pour atteindre l'objectif des accords de Paris, on commence à se dire à ce moment-là que passer tous nos composants textiles en recyclé, bah, ça ne va pas suffire. Et d'ailleurs, on a un petit peu poussé tout ça cette année. Hop, alors, je vous mets le joli graphe de Carbone 4, puisque ce sont des données confidentielles, donc je ne peux pas vous donner nos données internes. Mais juste pour illustrer un petit peu ce que je vais vous dire, on a essayé de reproduire cette analyse avec nos données internes. On a pris le plan de croissance de l'entreprise et on a projeté nos émissions à 4 ans pour voir où on allait atterrir. Donc en 2028, où est-ce qu'on atterrit en fonction du plan de croissance? Est-ce qu'on atteint nos objectifs ou pas? Et puis à cette étude, à l'aide des ACV qu'on avait faites, des outils en ligne, des bilans carbone précédents, on a essayé de modéliser si on passait 100% de nos matières textiles en recyclé, qu'est-ce qu'on peut venir gagner sur cet impact? Si on atteint cet objectif de 100% matières recyclées, qu'est-ce qu'on gagne? Et en fait, concrètement, on s'est rendu compte que dans le meilleur des cas, on pouvait aller chercher 7% sur nos émissions en 2028. Donc 7%, si on suit stricto sensu ce que nous dit la science, on est très très loin de l'effort suffisant. Il est nécessaire, mais on est quand même très très loin de l'effort suffisant pour
pour atteindre les objectifs de Paris. Donc, évidemment, hein, vous avez vu, je suis passée d'une analyse multicritère à un constat monocritère. M'en voulez pas, ça ne veut pas dire qu'on laisse les autres critères de côté, c'est juste que bah, l'impact réchauffement climatique, c'est celui qu'on connaît le mieux, donc bah, forcément, on est un peu plus en avance sur celui-là par rapport aux autres. Voilà. Et ça, c'est vraiment les apprentissages qu'on a tirés en matière d'éco-conception de ces AC. Ok, merci beaucoup. Je te propose d'avancer et enfin plutôt de revenir sur la question des fournisseurs parce que vous avez travaillé avec une association enfin, vous faites partie d'un dispositif que je trouve vraiment très innovant, enfin, que je connaissais pas du tout. Donc, vous travaillez avec cette association qui sert de tiers indépendant entre différents metteurs en marché. Et l'objectif final, c'est d'accompagner les fournisseurs sur leur mix énergétique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment la démarche fonctionne? Alors, absolument. Tu m'as squeezé une question, du coup, j'ai quelques slides entre deux. Je les passe? Oui, je te propose de les passer, c'est parce que pour qu'on garde du temps pour la suite. Ok. Hop. Tant pis pour vous, vous avez des super résultats. Effectivement, on a travaillé, on doit travailler sur l'énergie. Et l'énergie, c'est super important parce que si on prend bon, là, c'est le rapport de Cantis Measuring Fashion Report, donc vous connaissez sans doute ce rapport. Cantis nous dit que l'énergie utilisée dans la supply chain, c'est le plus gros levier d'éco-conception. Et si on transforme 60% des énergies utilisées, on peut aller chercher un gain de 39% d'impact sur le facteur réchauffement climatique. Ça reste à être précisé dans un cas concret, mais l'ordre de grandeur, il est assez intéressant pour qu'on s'y intéresse. Et nous, on est industriels. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller voir nos usines et puis de travailler avec eux pour travailler ce facteur énergie. Donc, les photos à gauche, c'est notre usine. C'est notre usine tunisienne. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé mettre des panneaux solaires sur le toit de l'usine. Ces panneaux solaires, ça couvre à peu près 30% du besoin énergétique. On n'est pas allé au-delà parce qu'en Tunisie, on ne peut pas. C'est la loi du pays, on n'a pas le droit de faire plus, donc on a fait le max et en fait, on n'a pas le droit de couvrir plus de 30% de notre besoin. Si on produit plus, cette énergie est rachetée. Donc nous, on ne peut pas l'utiliser. En faisant ça, on gagne 9% de l'impact carbone généré par l'usine. 9% de l'impact carbone d'une usine de confection, autant vous dire que sur notre bilan carbone groupe, c'est rien du tout. Vraiment rien. Euh, au- L'énergie qui est utilisée en confection, c'est à peu près 0,2% de l'impact de la collection appareil au total. Donc 0,2%, c'est quasiment rien. Donc là, on gagne 9% sur 0,2%. Donc voilà, c'est vraiment pas grand-chose. C'est pas comme ça qu'on allait faire baisser notre impact. Mais par contre, on a fait l'effort et du coup, la discussion est beaucoup plus ouverte avec nos partenaires. Et faire bouger ces partenaires, c'est quand même une autre paire de manches que de bouger tout seul en interne. Dans l'industrie outdoor, on a une asso, on a parlé, qui s'appelle EOG, European Outdoor Group. C'est une asso européenne, donc. Et cette asso, elle promeut le travail collaboratif pour faire évoluer la filière. Et elle a pris ce sujet de l'énergie et elle a proposé à ses membres de travailler ensemble sur le sujet. Donc en gros, ils mettent un certain nombre de marques autour de la table et chaque marque doit faire le mapping de ses fournisseurs actifs, aussi bien confectionneurs que fournisseurs de matières ou de composants, pardon. Pour lever la problématique de partage de données au niveau fournisseur, on envoie le mapping de nos fournisseurs à l'ASSO et eux, ils le font en huis clos. Voilà, ils mettent toutes les données en commun et après, ils reviennent vers nous en nous disant, d'après les données que vous nous avez fournies, ça pourrait être intéressant d'aller voir tel ou tel fournisseur parce que vous êtes nombreux à partager ce fournisseur et donc vous pourriez avoir un impact un peu plus fort en travaillant ensemble chez ce fournisseur. Bien sûr, il y a une première visite d'un cabinet d'audit énergétique pour valider la démarche et valider l'intérêt d'aller agir chez ce fournisseur. Mais si elle est validée, eh ben, les marques se mettent ensemble pour travailler et puis faire bouger le fournisseur. On ne met pas forcément la pression au fournisseur pour qu'il se bouge tout seul. On a la chance d'avoir un parc fournisseur qui est assez stable dans l'outdoor. C'est pas que nous, hein. Dans l'outdoor, de façon globale, on a des parcs fournisseurs qui sont assez stables. Et donc, c'est vraiment des partenaires et c'est des gens chez qui on est capable d'investir.
Nous, aujourd'hui, on s'interdit pas de placer une ligne de budget pour demain investir chez un de nos fournisseurs et l'aider à transiter sur l'énergie qu'il utilise pour la confection ou pour la production des composants. Et ça, c'est hyper important. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. C'est hyper bien organisé en fait, parce que si à un moment donné euh, dans le projet, on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment de financement pour aller aider le fournisseur, bah, l'IOG, elle ouvre complètement le projet à tous ses membres. Et puis elle dit, voilà, on a un projet chez ce fournisseur-là. Si vous n'avez pas fait partie du projet énergie, mais que vous voulez aider votre fournisseur à transiter, si vous voulez euh, participer à ce projet avec les marques qui y sont déjà, bah, venez nous voir et puis on vous rajoute et vous pouvez, enfin voilà, et comme ça on va chercher plein de financement et du coup, bah, comme c'est partagé, c'est beaucoup plus facile. Ouais, mais je trouve que c'est vraiment intelligent. Enfin, c'est pour ça que voilà, je trouve que c'était bien que tu gardes du temps pour parler de ça parce que je trouve que c'est une solution qui est intelligente parce que c'est un problème pareil qu'on entend très souvent de la part des marques, la difficulté à se coordonner et pour pouvoir avoir une force de frappe beaucoup plus importante et d'introduire un tiers indépendant. C'est vraiment une solution qui est, que je trouve innovante et pertinente et donc qui vous permet d'être voilà, d'assurer cette transparence et donc je trouvais que c'était important que tu puisses en parler. Euh, sur un autre sujet, celui de la réparation, vous avez aussi fait une étude sur le gain environnemental de réparer une veste par rapport à l'achat d'un produit neuf. Ouais. Donc, c'est important puisque on le sait, c'est l'un des grands freins à la réparation, enfin, l'un des principaux freins à la réparation, c'est son coût. Alors que d'un point de vue environnemental, on sait bien que c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous partager les principaux apprentissages de cette étude? Ouais. C'est une super expérience. Ce projet-là, c'est une super expérience de travail collaboratif qu'on a eu avec une société qui s'appelle Goodloop, qui est une petite structure qui propose la réparation principalement sur des produits outdoor. Ils ont un atelier à Lyon, mais ils ont aussi des couturières pas volantes, mais freelance dans différentes villes de la région. Et en fait, Solène, la cofondatrice, elle voulait comparer le modèle de réparation à un rachat neuf pour justement promouvoir le bienfait environnemental de la réparation. Ok. On sait à peu près de base que la réparation a quand même est généralement meilleure qu'un rachat neuf, mais on n'avait pas de chiffre. Et ce qu'elle voulait, c'était ce chiffre, vraiment. C'était vraiment intéressant pour elle, pour sa communication. Sauf que pour faire ce genre d'études, il faut partir d'une ACV. Et eux, ils font pas de produits, donc ils n'avaient pas d'ACV. Donc ils pouvaient pas faire l'étude tout seuls. Et nous, on avait l'ACV de notre veste. On a un service de réparation qui est intégré à notre siège social. Et donc la demande de Goodloop, elle nous a tout de suite intéressés. Donc si je reviens un tout petit peu sur ma veste, donc c'est exactement celle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je vous la présente rapidement. C'est une veste qui est destinée au ski de rando, à l'alpi ou au trekking. Donc c'est un de nos best-sellers de la catégorie protection. C'est une 3 couches Gore-Tex en polyamide avec une membrane PTFE, donc rien de bon. Elle est composée de zip YKK qui sont étanches. Toutes les coutures, elles sont thermosoudées, donc il y a de la colle. Il y a des cordons élastiques, il y a des autobloqueurs à la taille, à la capuche, une visière bien rigide. Voilà, plein d'autres trims. Donc, voilà. Si je vous dis tout ça, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'effort d'éco-conception qui avait été fait sur cette veste. Ça, c'est hyper important aussi, parce que ça se ressent dans les résultats. Elle est conçue pour être utilisée à peu près 10 ans et elle est produite dans notre usine en Hongrie. Donc, tous les composants viennent d'Asie, je ne vais pas vous mentir, mais elle est confectionnée dans notre usine. Et donc, vous avez à gauche de l'écran le résultat de la CV qu'on a fait sur cette veste. Ce qu'on a appelé impact composant ici, c'est l'impact de toutes les étapes de l'extraction de la matière première jusqu'à la production du composant. Et donc, on voit que la matière principale, ça représente entre 82 et 89% de l'impact composant en fonction des critères environnementaux qu'on prend, alors que le zip central, il représente que 1 à 4% de l'impact des composants. Donc, c'est très faible en comparaison de la matière première.
Et on a construit notre scénario de la façon suivante. Imaginez, vous achetez une veste, cette veste, qui a un prix assez élevé, je ne vais pas vous mentir. Elle coûte 430 € en prix public, donc c'est pas rien. Au bout de quelques années, le zip principal casse. Et là, deux options s'offrent à vous. Soit vous en rachetez une, exactement la même, puisque c'est ce qu'on a étudié. Donc on prend ce scénario-là, vous rachetez exactement la même, elle est géniale, hein, donc vous pouvez la racheter. Soit vous la faites réparer. Et c'est ces deux options qu'on a modélisées et qu'on a étudiées. Pourquoi on a choisi d'étudier la casse du zip? En fait, on a basé nos hypothèses sur un sondage conso et ce sondage, il nous dit que 40% des consommateurs qui font appel à notre atelier, donc là c'est chez nous, hein, notre atelier interne, ils le font pour un zip cassé. Donc c'est ce qu'on répare le plus dans notre atelier de réparation, ce sont des zips. C'est pour ça qu'on a pris cette réparation qui est vraiment la plus représentative de notre activité réparation. Et lorsque le zip y casse, ça intervient en moyenne 4 ans après l'achat. Attention, je ne vous dis pas que tous les zips cassent après 4 ans d'utilisation. Je vous dis que quand ils cassent en moyenne 4 ans après l'achat. Dernière donnée, c'est que s'il y a réparation, le conso utilise sa veste encore pendant 6 ans et demi. Donc, on a une veste qui est utilisable ici. Donc, on a pris 10 ans et demi, ce qui n'est pas très loin de nos 10 ans sur lesquels on avait fait la CV. Dans le scénario de réparation, on a besoin d'une veste. Donc, on a modélisé l'impact on a pris la CV de la veste, on a modélisé l'impact de la pièce détachée, de son transport, de l'opération de réparation. Et aussi, on a pris l'aller-retour du produit jusqu'à l'atelier. Et là, arbitrairement, on a pris une distance de 200 km entre l'utilisateur et l'atelier pour couvrir la zone des Alpes. Mais vous allez voir, on le fait varier ces 200 km. Ça c'est intéressant. Dans le scénario d'achat, on considère la fin de vie de la première veste et on considère qu'on rachète une deuxième veste identique. On considère aussi qu'il y a un revendeur millet dans les 20 km, ce qui n'est pas déconnant dans les Alpes. Et voilà les résultats. On se rend compte que la réparation, elle est au moins 44% moins impactante qu'un achat neuf sur les 4 critères d'impact qu'on a étudiés. On s'y attendait, mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le chiffre, ce 44%. Et du coup, on a voulu aller un petit peu plus loin. On s'est dit, bah, si notre client, il n'est pas dans les Alpes, jusqu'où est-ce qu'il peut aller pour que la réparation, elle soit encore bénéfique sur ces 4 critères d'impact? Et donc, on a fait varier le 200 km et on s'est rendu compte qu'on pouvait aller jusqu'à 1175 km. Et si on trace un cercle de 1175 km autour de notre atelier qui est Annecy, bah, on va quand même assez loin. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que concrètement, si notre client se trouve dans cette zone-là, dans ce cercle, la réparation est bénéfique, est plus bénéfique qu'un rachat à l'identique. Donc même si notre client est basé en Hongrie, en Croatie, en Autriche, en Tchéquie, en Allemagne, faire revenir le produit dans notre atelier pour le réparer et lui renvoyer, eh ben, c'est plus intéressant que de racheter à neuf. Et ça, c'est vraiment la donnée qu'on utilise aujourd'hui parce que c'est vraiment ça qui a poussé encore la réparation chez nous. On l'a poussé encore un cran au-dessus. Parce que suite à cette étude, ce qu'on a fait, c'est que on a voulu tester 2 solutions pour promouvoir encore un peu plus la réparation. Sur la marque La Fuma, on l'offre. On a lancé le 10 octobre dernier la réparation à vie, qu'on a essayé de construire le plus facilement possible. Et donc, on s'est dit concrètement, on a dit à nos clients, concrètement, si vous avez un produit La Fuma et qu'il est cassé, peu importe la raison, peu importe quand vous l'avez acheté, si nous, on sait le réparer, on vous le répare et on vous offre la prestation. Ça ne veut pas dire que la prestation est gratuite, ça veut dire qu'on la prend en charge. Je fais bien le distinguo parce qu'on nous a reproché cette communication au départ. Effectivement, la réparation n'est pas gratuite, elle n'est jamais gratuite, elle a un coût, sauf que ce coût, on l'absorbe. Côté millet, on a testé un deuxième modèle. On ouvre des plus petits ateliers dans nos magasins. Aujourd'hui, on en a ouvert dans 2 magasins, demain 3. On ne sait pas tout réparer dans nos magasins, mais toutes les réparations les plus faciles, entre guillemets, elles peuvent être faites sur place. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on crée une fidélisation de notre client. Le client vient au magasin pour aussi parler avec la couturière,
pour lui poser des questions sur le montage, pour lui poser des questions sur le bénéfice ou non de travailler différemment le montage du produit. Et donc, en fait, nos clients sont devenus des partenaires techniques. Et ça, c'est assez intéressant. Oui, c'est super intéressant et notamment parce que on voit que vous commencez à glisser en termes de modèle aussi vers, tranquillement, et c'est un chemin, mais vers tout ce qui va être économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire proposer du service et pas simplement proposer des produits. Très rapidement, parce qu'on a une dernière question et je sais que tu veux garder un temps pour ça. Vous avez aussi testé un nouveau service, c'est celui de la Oui. location. Est-ce que tu peux nous dire un peu, en quelques mots, vos apprentissages par rapport à ça? La location, on y voyait un intérêt pour la marque Millet parce qu'elle adresse des sports, des activités où 100% de nos clients n'ont pas besoin d'avoir leur matériel chez eux. Et on se rend compte que beaucoup de nos clients ont du matériel qu'ils n'utilisent pas ou qu'ils n'utilisent pas assez par rapport à ce à quoi il est prévu. Et du coup, la location, c'était un moyen pour nous de dire à nos clients, bah, ne vous équipez pas, on vous équipe. Et ça nous permet de maximiser l'usage des produits, ça nous permet de proposer à nos clients les dernières collections, les dernières innovations de la marque, sans qu'ils aient besoin d'acheter les produits. Et ça nous permet aussi de faire tester à nos clients pour conforter un achat et donc réduire les achats compulsifs. Et donc en ça, c'était assez intéressant. Aujourd'hui, on le teste en ligne, on le teste dans 2 magasins, bientôt 3. Et on s'aperçoit que de la même façon qu'avec la réparation, nos clients adorent nous faire des retours sur les produits qu'ils testent. Et ils se positionnent pas comme des personnes qui louent, mais ils se positionnent comme des partenaires techniques qui viennent tester nos produits et donc qui nous font des retours techniques qui remontent aux produits. Et en ça, c'est hyper vertueux parce que euh, bah, comme on maximise l'usage, qu'on fidélise nos clients et qu'on a voilà, un modèle, enfin, tout ça, c'est très vertueux pour tout le monde. Tout le monde est gagnant. Oui. Et à nouveau, enfin, j'insiste parce que vraiment, et on va en parler dans une minute, mais ce qu'on voit, c'est que vous commencez à tirer le fil de ce changement de modèle en repensant votre chaîne de valeur, Ouais. que ce soit du côté fournisseur, on en a beaucoup parlé, et aussi du côté client, et où vous allez vers des relations qui sont beaucoup plus partenariales, et où vous commencez à valoriser les ressources immatérielles, donc le savoir, la connaissance, et tout ça, ce sont des clés pour ce changement de modèle. Et donc d'ailleurs, pour aller encore plus loin dans cette réflexion, vous faites partie d'un programme qui est porté par la CEC. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ça? Et juste pour préciser, voilà, vous vous êtes passé par la CEC, il y a plein d'autres espaces qui existent. Je pense que c'est important Mm. de le rappeler. Bien sûr. En fait, je ne vais pas vous parler à proprement de la CEC et je vous ai mis une description sur la slide, mais c'est pas ça que je veux vous dire. Et vraiment, j'y tenais à cette question parce que je trouve que c'est la plus importante de toutes. Tous les efforts de réduction d'impact qu'on peut mener sont importants, mais si on change pas profondément le business model, on continuera à être hors scope par rapport aux limites planétaires. Ça, c'est hyper important. De la même façon, les business alternatifs, ils sont super intéressants d'un point de vue environnemental, mais ils le sont à partir du moment où ils remplacent une vente et pas s'ils viennent en accumulation. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce que je vous raconte depuis, je sais pas, 40 minutes, ça n'a de sens que si on accepte de se remettre profondément en question sur notre activité. Et la Convention des entreprises pour le climat, elle fait ça, elle nous aide à faire ça. C'est une association qui réunit plusieurs entreprises du territoire pour redéfinir les modèles économiques qui seront soutenables demain. Et elle nous apprend à réfléchir, à re-réfléchir notre business model en fonction des limites planétaires et en fonction des enjeux qui seront les nôtres demain. Millet, c'est une marque qui a plus de 100 ans. La Fuma, elle y arrive aussi. Et aujourd'hui, l'objectif de la famille Millet, qui est euh, qui est majoritaire, qui est actionnaire majoritaire, pardon, c'est la pérennité de la boîte. Ça veut dire que l'objectif de la famille Millet, c'est que la marque soit encore là dans 100 ans. Et cet objectif, il ouvre énormément de portes quand on y pense, quand on le creuse. Et en participant à ce programme, eh ben, on accepte tout simplement de faire un pas de côté pour se poser la question de ce qui sera soutenable demain, de ce qu'on pourra faire demain aussi, parce que si on n'a plus de pétrole demain, est-ce qu'on peut continuer sur le même modèle qu'on a aujourd'hui? Voilà, je laisse la question en suspens, je pense que vous avez tous la réponse.
Et donc, comment en tant qu'entreprise, eh ben, on transite vers ces modèles qui seront soutenables demain? Et ça, c'est vraiment des questions qu'on se pose profondément en ce moment. Merci beaucoup, Bénédicte. Et évidemment, on soutient ce point de vue, en tout cas côté Auré. Je pense que côté Refashion aussi. Juste un point. Alors, je vois qu'il y a une personne et je vais prendre cette question-là en premier. On se rend compte que l'éco-conception est un moyen est nécessaire et un moyen de faire moins mal, mieux sur une partie des produits. L'un des enjeux, c'est la réduction des quantités neuves vendues. Donc, effectivement, on parle de changement de modèle économique efficace à partir du moment où le volume diminue. Dans le secteur de la mode, évidemment, l'enjeu numéro un, c'est le volume. Est-ce que ces discussions sur la baisse des quantités neuves ont lieu dans votre entreprise? Oui, complètement. C'est une discussion qui est complètement ouverte. Non seulement la stabilisation ou la baisse des quantités qu'on met sur le marché, mais aussi l'annualisation des collections. Aujourd'hui, on a une grosse partie de nos produits qui sont annualisés, mais c'est pas suffisant. Et on essaye de faire grossir aussi cette part de façon exponentielle. Donc oui, et c'est des questions qui sont ouvertes non seulement avec la direction, mais aussi avec nos investisseurs. Juste pour précision, parce que voilà, vous êtes venu sur un webinaire éco-conception et puis là, on va revenir d'abord aux autres questions, mais juste une petite précision sur ce point. C'est aussi enfin, c'est un chemin qui est long et c'est normal. Enfin, pour avoir vu des marques aller, enfin, plein de structures aller vers ça, ça prend toujours du temps. Voilà. Et donc ça vient pas en une seule fois. On est vraiment dans de l'accompagnement au changement et échanger. Enfin, l'une des pistes pour pouvoir cheminer, c'est effectivement de faire partie de programmes où d'autres se sont posé la question. Ça a été très bien modélisé, notamment par l'ADEME d'ailleurs. Et donc, on vous encourage sur ce chemin. Je prends d'autres questions. Est-ce que ah bah voilà, la question à laquelle que je t'ai squeezée, elle remonte. Après les différents tests, quelles méthodos, quels outils vous utilisez pour la collecte des données nécessaires à la traçabilité? Alors, comme l'objectif c'était de massifier l'éco-conception, on s'est mis sur un outil. On a acheté des licences sur un outil pour pouvoir le faire. On est passé avec Glimpact. Donc là, on a acheté des licences, c'était fin d'année dernière, tout début de cette année, on a eu les comptes qui se sont ouverts. Donc on est en train de rentrer toutes les données là, dans l'outil. C'est pas une mince affaire, c'est vraiment compliqué, mais on a toutes les données appareil. Alors du coup, je profite de la question, je triche un peu, mais pour vous montrer ma slide. Hop, juste celle-ci qui est hyper intéressante. C'est les premiers chiffres qui sont sortis cette semaine. Donc voilà, vous les avez quasiment en même temps que notre codir. Mais c'est hyper sympa à voir. Là, on a passé sur la plateforme toute la collection apparel 2024. Et donc, bah, on voit plusieurs choses, hein. C'est que bah, on a toujours ce binôme matière première process qui prend la majeure partie des impacts dans notre collection. Donc là, vous avez la répartition des impacts sur le score UE. Donc c'est le score PEF, tout simplement. On peut afficher exactement la même chose sur n'importe lequel des 16 indicateurs qui sont étudiés dans la plateforme. Donc, on peut quand même aller assez loin sur n'importe quel indicateur. Et après, on peut aussi rentrer dans les matières premières pour voir quelles sont les matières qui impactent le plus et avoir ce même graphe, mais aux matières premières, au process. Et donc, tout ça, ça nous permet d'aller extrêmement loin dans l'analyse. C'est beaucoup de données. C'est le début pour nous. Donc, voilà, il va falloir faire attention à ne pas se perdre aussi. L'objectif de tout ça pour nous, c'est alors déjà, on va essayer de plugger Glimpact à notre PLM pour qu'il puisse communiquer et donc que nos équipes produits puissent avoir les résultats d'impact en live. Donc quand ils développent un produit, quand ils commencent à développer un produit, hop, l'impact vient se greffer. Et puis après, ils peuvent aller jouer aussi sur les différents matériaux. Si j'utilise celui-ci plutôt que celui-là, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et la deuxième chose, c'est qu'on va mettre en place des KPI de développement produit. Aujourd'hui, le développement produit, il est validé sur des forecasts, sur des PRI, sur des MOC.
Enfin voilà, sur plein de choses comme ça, mais enfin, j'en oublie peut-être parce que c'est pas mon domaine, mais en tout cas, il n'y a pas de facteur d'impact qui permet de dire on y va ou on n'y va pas. Donc, bah forcément, s'il n'y a pas de facteur d'impact, bah, les personnes qui travaillent sur le produit ne savent pas dire est-ce que mon produit il est bien ou il n'est pas bien. Et c'est ça qu'on veut mettre en place. C'est d'avoir un KPI d'impact pour pouvoir dire en dessous de ce KPI, on est en phase avec nos valeurs, on est en phase avec ce qu'on veut mettre sur le marché, donc on y va. Dans une certaine fourchette, on est un peu limite. Donc, si c'est un reconduit, potentiellement, bah, on le garde et on se note de le retravailler, de le faire évoluer la saison prochaine. Et si on est au-dessus de cette fourchette, eh ben c'est un no-go. C'est la ligne rouge à pas franchir, donc on n'y va pas et tout le monde le sait. Et c'est clair. Et donc, bah, voilà, c'est la règle. Et petit à petit, eh ben, on peut comme ça faire de l'éco-conception en masse sur nos collections et faire baisser l'impact de nos collections. Ok, merci beaucoup. Alors, juste, je vais te proposer d'arrêter le partage de tes slides pour qu'on puisse nous partager les nôtres. Ouais. Il y a pas mal de questions autour de l'acteur associatif qui permet d'accompagner les fournisseurs. Est-ce que déjà, tu pourrais redonner leur nom? Est-ce que Oui, tu ok. sais... Ouais. Attends, alors, il y a plusieurs questions, donc je vais toutes Ah. te les poser d'un coup. Est-ce que tu sais si, s'ils accompagnent d'autres secteurs que la hauteware ou que le textile? Est-ce que tu peux nous dire combien de fournisseurs de matières premières sont intégrés à la gouvernance du groupe? Alors, l'EOG, c'est le nom de l'association, European Outdoor Group. Je ne crois pas qu'il n'accompagne d'autres secteurs d'activité que l'outdoor, les marques outdoor, et il y a un droit d'entrée. C'est-à-dire qu'on paye euh, on paye un membership tous les ans pour accéder à cet assaut. Et la troisième question, c'était? Est-ce que je sais combien il y a de personnes, de personnes de structures qui sont dedans? Non, je ne sais pas, beaucoup. D'accord. Effectivement, tous les acteurs outdoor qu'on retrouve dans l'Europe. Ok. Toutes les grandes marques y sont. Ok. Le lien a été mis dans le chat. Alors, juste, parce qu'on sait que les personnes, enfin, pour les participants qui doivent nous laisser, il y a un questionnaire de satisfaction qui est mis dans le chat. J'en profite juste pour vous dire, qui est mise, pardon, à l'écran. Il y a aussi des ressources qui vont être partagées par Reed Fashion dans le PowerPoint qui vous sera envoyé suite au webinaire. Je vais juste reprendre encore une ou deux questions. Ouais, vas-y. Alors, est-ce que vous avez connaissance d'un référentiel pour pouvoir comparer vos ACV sur les vestes et les sacs à dos, par exemple, enfin, partagé par le prestat qui vous a accompagné? Ou est-ce que vous êtes parti d'une page blanche et vous avez construit votre propre référentiel? Ça, c'est vraiment une question de méthodo, mais je pense qu'elle est intéressante. Juste, j'en profite aussi pour dire qu'il y a plein de ressources sur la plateforme EcoDesign qui est portée par eFashion sur la notion d'ACV. Alors, sur la méthode qu'on avait prise pour faire les premières ACV, on s'est laissé complètement guider par notre prestataire qui faisait les ACV sur le logiciel Gabi, que vous connaissez peut-être. Donc, le référentiel, à l'époque, je sais même pas ce que c'était. Non, on s'est vraiment laissé guider. On était tellement novices et on savait tellement pas ce qu'on était en train de faire que non, non, on a laissé carte blanche au prestataire qui nous accompagnait. Et comme c'est un prestataire qui nous accompagne depuis 2010, ouais, quasiment les années 2010, voilà, on avait complètement confiance en ce qu'il faisait et en les données qu'il nous fournissait. Donc on s'est laissé faire. Et après, bah forcément, Glimpact, elle est sur la méthode PEF. Donc là, c'est le référentiel européen. Ok. Comment, en interne, vous avez réussi à convaincre de la réparation versus le neuf? Euh, Est-ce que ça a été, enfin, comment ça se passe d'un point de vue marge, volume? C'est quoi les arguments? Alors, on cherche pas à faire des sous sur la réparation aujourd'hui. C'est terrible ce que je suis en train de vous dire, mais on l'utilise plutôt comme un outil pour fidéliser nos clients et ça marche plutôt bien. Mais du coup, quand on a lancé la réparation à vie pour la Fuma, on savait pas trop ce que ça allait nous coûter. On savait pas si on allait avoir un flot de produits à réparer. On savait pas si
Si ça allait durer un mois, 2 mois, le temps que les gens nous envoient tout ce qu'ils avaient à réparer et qu'après ça allait se tasser. Aujourd'hui, pour être honnête, on n'est pas dans les clous en termes de timing parce qu'on a un flux assez tendu sur l'atelier. C'est plutôt positif, ça veut dire qu'il y a quand même, depuis l'année dernière, beaucoup plus de gens qui font réparer, puisqu'on n'est plus dimensionné à réparer dans les temps. Donc, ça veut dire recruter et aller encore plus loin sur la réparation. Ok. Et dernière question. Alors juste si Claire ou quelqu'un, vous pouvez mettre le questionnaire de satisfaction en lien dans le chat aussi pour les personnes. Je vous invite vraiment à y répondre. C'est important pour qu'on puisse poursuivre ces webinaires. Et donc, je vous remercie pour celles et ceux qui doivent se déconnecter. La question bonus, du coup, donc là, il y a une question qui disait, je crois que la membrane Gore-Tex est en PTFE ou EPE et contient des PFAS ou n'est pas recyclable. Est-ce que c'est compatible avec l'éco-conception? Non, non, c'est pas compatible, mais on est loin d'être parfait. Et euh, l'EPIFAS, de toute façon, c'est une question qui devient réglementaire. Donc, il n'y a même plus de sujet sur ce sujet-là. Ils vont être complètement supprimés de nos produits et puis il y aura plus de sujet. On les a utilisés, on s'en cache pas. Euh, on n'est pas fiers de ça. On n'a pas su faire autrement. On a essayé pendant une saison, me semble-t-il, de supprimer toutes les membranes Gore-Tex pour aller sur des membranes moins impactantes, enfin comment on dit, plus sympas pour l'environnement. Et en fait, on n'a rien vendu. Notre client nous demande aujourd'hui des membranes Gore-Tex et sur des produits très techniques qui sont vraiment destinés à aller très haut en altitude et à faire face à des conditions météorologiques assez importantes. euh, c'est difficile de se passer d'une membrane Gore-Tex aujourd'hui parce qu'en termes de technicité, on n'a pas trouvé mieux. C'est pas une Euh, bonne raison et c'est pas une bonne excuse. De toute façon, Gore-Tex bouge aussi, puisque les PFAS ont été interdits aux États-Unis, c'est leur premier marché. Donc, il y a deux États aux États-Unis qui les ont déjà interdits, et d'autres vont arriver. Ça arrive en Europe. En France, on ne sait pas trop combien de temps ça va mettre du fait des derniers événements, mais ça va arriver aussi. Donc, la question ne se pose même plus. Aujourd'hui, bien sûr qu'on essaye d'enlever tous les PFAS. On travaille avec nos fournisseurs là-dessus. On a un programme de management des produits chimiques pour les enlever. On a un programme d'accompagnement de nos fournisseurs pour qu'on n'en trouve plus. Voilà. Mais merci. Enfin, je pense que c'était important aussi de finir avec ça pour, pareil, dire que à nouveau, vous êtes en chemin, vous faites plein de choses, on le voit, et pour autant, il y a encore des cailloux dans la chaussure, et il y a encore des irritants, et c'est normal. Je trouve que c'est important de le dire. Par ailleurs, j'ai aussi pris cette question parce que je trouve que c'est important de rappeler que pour faire de l'éco-conception, il y a des stratégies. Donc, voilà, peut-être que vous, l'Épiphase, c'est pas recyclable. Eh bien, vous savez vous axer sur autre chose et notamment revoir votre modèle économique. Voilà, il y a pas la possibilité, enfin, pour faire de l'éco-conception ou de la transformation environnementale, de toute façon, on ne peut pas tout faire. Il y a un moment où il faut prendre des partis pris et aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire, puis réajuster, changer de parti pris, etc. Mais en termes de démarche, euh, c'est indispensable de prendre un des chemins et voilà, d'accepter de réajuster. Je me Euh, permets, Clotilde, ouais, je mets mon adresse email dans le oui. chat. Voilà, s'il y a des questions qui n'ont pas été, sur lesquelles il n'y a pas eu de réponse et que vous avez envie d'avoir des réponses, n'hésitez pas à me contacter. Je reste très disponible pour vous répondre par mail ou même par téléphone si vous voulez qu'on aille un peu plus loin sur le sujet. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci à l'équipe de ReFashion aussi. Merci à Claire qui nous a aidés pour la préparation. Et puis, bonne journée à tous et puis bon week-end. Merci beaucoup, bon week-end.